Cette conférence va Bien, maintenant être enregistrée. donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour cette formation sur la responsabilité des élus. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Donc je vais d'abord évoquer l'ensemble des volets de la responsabilité des élus, hein, pénale, financière, civile. Et puis ensuite, qui seront ponctués d'exemples concrets. Alors ce ne sont que des exemples, c'est difficile de donner autre chose que des exemples. Et puis, on aura quelques zooms aussi sur quelque chose de particulier, notamment en termes de diffamation, et puis aussi, compte tenu de l'actualité, sur le Covid-19 et puis la responsabilité qu'un élu peut avoir. Je pense que, et je crois que c'était aussi une des demandes qui était faite avec un petit peu de rappel de qu'est-ce que nous dit la réglementation, sans malheureusement pouvoir aller dans le détail, parce que la responsabilité, c'est quelque chose d'assez vaste et important. Et puis, je vous ai préparé un petit quiz de 3 ou 4 questions à la fin aussi. Si vous souhaitez jouer le jeu et y répondre, il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas de mauvaise réponse. Ce sera un juste vrai ou faux, ce qui permettra aussi éventuellement de clore cette intervention. Et puis, bien entendu, je serai à votre disposition pour les questions que vous viendriez à poser. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet, hein, donc la responsabilité des élus. Je vais commencer traditionnellement par ce qu'on appelle le premier volet, la responsabilité civile. Donc la responsabilité civile, il faut savoir que quand on est élu, on est responsable au même titre que n'importe quel citoyen. Eh bien, on engage sa responsabilité du fait des dommages que l'on peut causer à une autre personne ou que l'on peut causer à un de ses administrés. La seule chose, c'est que souvent, l'élu, il agit dans le cadre de son mandat et on va voir, c'est toute la distinction qui va intervenir, c'est que soit il engage sa propre responsabilité personnelle, soit il engage la responsabilité de la collectivité. Et je dirais heureusement, parce que l'élu ne peut pas supporter toutes les conséquences et l'entière responsabilité des actions qu'il mène dans le cadre de son mandat. Mais le juge et les textes font bien une distinction entre ce qui est sa responsabilité personnelle, où il s'engage lui personnellement, de la responsabilité de la collectivité lorsqu'il la représente et qu'il agit en ce sens. Et c'est pour ça que cette responsabilité, elle est valable pour les élus locaux, hein, pas uniquement le maire, mais tous les élus. Également, c'est celle qu'on retrouve aussi à les communes, aux agents publics, hein, donc lorsqu'ils commettent des fautes dans le cadre de leur mission. Il faut donc faire une première et importante distinction selon que la faute sera qualifiée de personnelle ou selon qu'elle sera qualifiée de ce qu'on appelle de faute de service. Donc, c'est vraiment la distinction fondamentale, puisque lorsqu'il s'agira, et je vais l'expliciter, d'une faute personnelle, ce sera la responsabilité de l'élu ou de l'agent qui sera engagé, et puis si c'est une faute de service, eh bien, ça sera celle de la collectivité. Alors, pour caractériser une faute personnelle, je vous dirais c'est presque c'est à la fois simple et à la fois compliqué. La faute personnelle de l'élu qui engage sa responsabilité civile donc sur ses deniers personnels, hein, encore une fois, c'est la faute qui n'a aucun rapport avec le service, l'acte qu'il va faire, qu'il commet soit en dehors du service de ses activités, soit qui n'a aucun lien avec le service. Par exemple, je vous le donne dans le PowerPoint lire. Un élu, s'il a un conflit de voisinage, par exemple pour une clôture avec son voisin, ça n'a normalement aucun rapport. Ce rapport, je ne sais pas, la clôture est mal implantée, il empiète sur le terrain de son voisin. Quand bien même il est élu, eh bien c'est un conflit uniquement personnel et la faute commise d'avoir posé cette clôture sur le terrain du voisin est une faute personnelle qui n'a bien entendu rien à voir et n'engage pas la collectivité. Est également une faute personnelle, la faute qui a un lien ou est commise pendant le service, c'est-à-dire par exemple pendant une mission d'un élu, mais cette fois-ci, lorsqu'il la commet, il y a une volonté de nuire de l'élu ou de rechercher un intérêt purement personnel. Je vais prendre un exemple, le maire qui prend un arrêté qui, par exemple, interdit le stationnement des véhicules dans sa rue. Ou encore plus marquant, devant son
on ne peut pas stationner bien entendu devant un portail, mais qui interdit, parce que ça le gêne, que les véhicules stationnent le long de son mur et exclusivement dans son but personnel. Il faut savoir que là, ça serait une faute de service, parce que même s'il prend la forme d'un arrêté, c'est quelque chose qui est tellement grave, qui cherche un but purement personnel, que ça serait commis d'une faute de service et que bien entendu la collectivité ne pourrait pas être responsable pour protéger l'élu. Et puis, une dernière cas de faute personnelle qu'on peut retrouver aussi, c'est le cas où ça a un lien avec le service, elle est commise pendant le service, mais elle est extrêmement grave. Extrêmement grave à ce point que la collectivité ne va pas pouvoir protéger l'élu et que c'est lui donc qui engagera sa simple et pure faute responsabilité personnelle. Le cas topique, c'est celui d'un élu qui se dispute avec un de ses administrés et qui le violente, alors même qu'il s'agit de venir, je ne sais pas, par exemple, parler d'un permis de construire, peu importe. Eh bien là, on considère que la faute est tellement grave que la collectivité ne peut pas venir protéger l'élu et donc se substituer à la responsabilité personnelle. Encore une fois, la faute personnelle fait que l'on exclut la responsabilité de la collectivité qui est censée protéger le maire d'un minimum, puisque c'est quand même quelqu'un qui est exposé de par les décisions qu'il est amené à prendre. Donc, lorsque c'est la faute personnelle, bien c'est simple, c'est la responsabilité de l'élu civil et sa responsabilité personnelle qui est engagée, et uniquement celle-ci. A contrario, je parlais de faute de service. Alors, cette faute de service, cette fois-ci, ce n'est paradoxalement plus l'élu qui va être responsable à titre personnel, mais ça va être les deniers de la collectivité qui vont répondre de cette faute. Et cette faute, à contrario de ce que je viens d'expliquer, elle est dite de service, c'est le nom qu'on lui donne, lorsqu'elle est commise pendant le service et ou au moyen du service. D'accord ? Donc, on peut reprendre l'exemple d'une prise d'un arrêté qui cause un dommage. Je vais donner un exemple peut-être un petit peu ancien, mais qui concernait ici dans les Pyrénées. C'est un arrêt qui a donné d'ailleurs un arrêt du Conseil d'État commune de Gavarnie, où le maire avait pris un arrêté qui interdisait le passage de véhicules sur le chemin de Gavarnie. Il se trouve qu'il y avait un commerçant qui exerçait et donc les véhicules ne peuvent plus y accéder, ça lui cause un dommage. C'est effectivement quelque chose qui a pris le maire, mais là, ce n'est pas une faute commise par le maire, il a utilisé les moyens du service. Donc, si vraiment la responsabilité du maire doit être engagée, du moins, c'est la responsabilité de la collectivité en tant que l'arrêté, en l'occurrence, cause un dommage à quelqu'un. Donc ça, c'est pas de difficulté. Une faute de service, on la retrouve très, très fréquemment. Parfois, on a même un système de responsabilité sans faute, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et puis, on a aussi la faute qui est commise en dehors du service, mais qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Alors, par exemple, c'est lorsque éventuellement un élu ou un agent se sert des moyens du service et que ça va lui permettre éventuellement ou ça va causer un dommage. Alors, je donne cet exemple parce que parfois, on pourrait ça ne concerne pas un élu, mais j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il est célèbre et parce que aussi il est très facile à comprendre. Ça avait donné lieu d'ailleurs à une célèbre affaire sur le plan pénal dans lequel un agent avait il enquêtait, il perpétrait des meurtres et il enquêtait sur ses propres meurtres. Et donc ça avait permis qu'il ralentisse l'enquête, alors même qu'il commettait ces meurtres en dehors de son service. C'est bien le fait qu'il participe à l'enquête, le juge a considéré que la faute était commise en dehors du service, mais n'était pas dépourvue de tout lien avec le service. Et donc, la responsabilité de cet agent avait été engagée. Donc, on peut imaginer aussi que le maire qui se servirait du moyen de service, mais non pas pour poursuivre paradoxalement un but personnel, mais qui ne serait pas dépourvu de tout lien avec le service, eh bien, sa responsabilité pourrait être engagée. Alors, c'est vraiment cette distinction traditionnelle que l'on retrouve, qui est toujours applicable. Alors, ça paraît simple comme ça parce qu'on se dit faute personnelle, faute de service, sauf que la plupart du temps, les conséquences de cette qualification, eh bien, c'est que on retrouve en réalité plutôt souvent à la fois une faute qui est personnelle et à la fois une faute qui est de service. Donc, on trouve très souvent un partage de responsabilité, tout simplement parce qu'une même faute peut être à la fois être qualifiée de personnelle et faute de service,
Donc les deux, il ne faut pas se dire c'est ou faute personnelle ou faute de service. C'est possible, mais la plupart du temps, on trouve un cumul de responsabilités, notamment lorsque la faute n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure donne aussi le cas d'une faute personnelle. Donc c'est souvent les deux qui sont cumulés. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que si c'est une faute personnelle, eh bien c'est la compétence du juge judiciaire, c'est logique, qui répare le dommage à la victime. Et si c'est une faute de service, c'est la compétence du juge administratif parce que c'est la responsabilité de la collectivité. Et donc je disais, la plupart du temps, l'un et l'autre se chevauchent. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut vous dire que si vous êtes élu et que c'est une faute de service et que la collectivité voit sa responsabilité engagée, ça n'empêche pas qu'elle puisse considérer, cette collectivité, donc le conseil municipal, si vous êtes maire ou si vous êtes un élu, puisse considérer que c'est à tort qu'elle a été condamnée seule et donc puisse former ce qu'on appelle une action récursoire, c'est-à-dire que la collectivité va se retourner contre l'élu ou contre l'agent pour lui demander tout le moins peut-être intégralement réparation parce qu'il estime que c'était une faute personnelle ou en partie réparation parce qu'il estime que c'était un partage de responsabilité de l'ordre de 50% faute personnelle, 50% faute de service par exemple. Donc c'est des choses que l'on retrouve. Alors les actions récursoires existent, mais c'est vrai que lorsque la collectivité est engagée, sauf si vraiment c'est une faute très très grave, elle ne se retourne pas toujours contre l'agent ou contre l'élu. Je voulais quand même noter aussi que lorsque c'est une faute de service qui est alléguée, que ça relève de vos fonctions d'officier d'état civil ou de police judiciaire, dans ce cas-là, c'est un peu particulier parce que c'est simplement le juge civil qui est compétent avec un système de régime de responsabilité administrative. Donc ça, c'est vraiment le grand principe de responsabilité, faute personnelle, faute de service. Alors, la conséquence, c'est que le juge compétent ne sera pas le même. Alors peut-être que pour être un peu plus concret, je vais vous donner des exemples. Alors, il y en a plusieurs, donc vous aurez peut-être le PowerPoint. Alors je ne vais peut-être pas tous les lister, tous les lister parce que ça fait un exemplaire à l'après-vert, mais je vais en mettre peut-être 2, 3 en lumière. On va commencer par le premier où je vous cite un cas d'un maire qui fait déposer systématiquement des ordures sur le terrain d'un de ses administrés en faisant croire que ce terrain est inclus dans les limites d'une décharge publique. Donc, en fait, il y a une volonté là, de nuire du maire. Et donc, bien entendu, c'est une faute qui est personnelle, mais on peut aussi dire de la mesure où il se sert éventuellement des moyens du service, et bien qu'il y ait un cumul de responsabilités. Et très souvent, c'est le cas. Vous avez le deuxième cas que je donne, le maire qui achète une voiture de sport sur les fonds utilisés par les fonds de la collectivité. Il est évident que c'est une faute personnelle et uniquement personnelle, puisque c'est au-delà de l'infraction pénale. Quelque chose aussi qui peut arriver, je le souligne parce que malheureusement c'est très fréquent et les élus peuvent y être exposés. Je donne un troisième cas, le cas d'un excès de boisson qui donne un caractère personnel à une faute qui est normalement appréciée comme une faute de service, comme la maîtrise de son véhicule. En fait, ce qui arrive, vous êtes des élus, vous êtes adjoints, vous avez parfois des missions où vous êtes de représentation, d'aller assister à des cocktails. Et donc, voilà, malheureusement, c'est souvent des lieux où l'alcool peut être consommé. Sachez que vous ne pouvez pas vous dire, mais je vais vous rentrer avec votre véhicule, vous êtes protégé par la collectivité au motif que vous êtes allé dans un cocktail en fonction de regarde votre fonction d'élu. Non. Là, très souvent, c'est un cas de faute personnelle, tout simplement parce que, bien, effectivement, la consommation excessive d'alcool est réprimée et que c'est de votre responsabilité personnelle. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment. Aussi également, en termes de faute personnelle, j'attire votre attention sur les propos qui peuvent être exercés, par exemple, qui peuvent être prononcés, par exemple, par un élu. Parfois, c'est pas évident de maîtriser ses passions et on peut ne pas arriver à garder son calme. Donc des insultes, des outrages, des gestes obscènes sont des cas de responsabilité personnelle de l'élu. C'est quelque chose que l'on retrouve quand même assez fréquemment, qui arrive, mais malheureusement, il faut quand même en avoir connaissance. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous les aurez de toute façon. De toute façon, il est difficile de donner toutes les situations parce que ce sont des
des situations factuelles et qu'on ne peut pas inventer tel cas, moi, la seule chose vraiment sur laquelle j'insisterai, c'est, j'y reviendrai aussi par la suite, notamment sur le plan pénal, de bien faire attention entre vos activités personnelles, quelles qu'elles soient, économiques ou vraiment activités, et puis lorsque vous êtes élu, et surtout lorsque vous faites face à des conflits, notamment le voisinage que vous devez traiter, eh bien, il faut faire attention parce que parfois on peut aussi avoir tendance à s'emporter face au comportement de certains administrés qui estiment que le maire ou les élus sont responsables de tout, cherchent absolument à avantager le voisin ou la personne avec qui ils sont opposés. Donc ça, c'est vraiment des choses qui arrivent quand même assez fréquemment. Donc ça, c'est, je dirais, voilà, sur la responsabilité civile, ce que je pouvais dire. Je ne peux pas approfondir beaucoup plus parce que sinon, je ne pourrais pas voir les 4 autres thèmes, mais voilà ce que l'on peut prononcer. Si vous avez déjà des questions, je peux bien entendu y répondre dans les minutes qui viennent. Il n'y a pas de questions sur le fil pour le moment, en tout cas. D'accord. Donc, je vais passer à l'autre volet, alors qui est de la responsabilité, le deuxième grand volet sur la responsabilité pénale. Alors, je fais déjà une première remarque, parce que souvent on se dit le maire a des responsabilités, responsable de tout. Vous allez voir, je vais quand même vous donner des bonnes nouvelles, parce que sur le plan pénal, oui, il y a un risque pénal, mais je dirais depuis quand même l'entrée en vigueur, maintenant ça fait une vingtaine d'années, la responsabilité pénale du maire a été largement atténuée, et heureusement, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Donc, vous êtes quand même relativement protégé en termes de responsabilité pénale, et je vais l'expliciter un petit peu plus. Alors, je vais d'abord rappeler les principes qui sont appliqués en matière de responsabilité pénale. Encore une fois, ça concerne le maire, bien entendu, mais pas uniquement, les adjoints, les conseillers municipaux, même s'ils n'ont pas de délégation. C'est important, ce n'est pas lié à une délégation qui engage la responsabilité pénale. Et de même que les fonctionnaires territoriaux et la collectivité elle-même a une responsabilité pénale en la matière. Alors, il faut savoir que l'engagement de la responsabilité pénale suppose le constat. Soit, et c'est là où c'est important, soit vous avez manifestement violé une obligation de prudence ou de sécurité que la loi prévoit. Par exemple, vous êtes élu, vous êtes maire, vous avez pour vos agents des questions de sécurité au travail, vous, pour le personnel communal, vous ne prenez pas les mesures de sécurité pour, je ne sais pas, par exemple, des éléments de sécurité pour assurer tel ou tel travail, eh bien, votre responsabilité pénale, cette fois-ci, pourrait être engagée si et seulement si vous n'avez pas respecté votre obligation en matière de sécurité, comme le prévoit la réglementation. Donc, il faut, je dis, et celle-ci se rapproche très, très souvent en matière de travail de ce que fait la responsabilité d'un employeur privé. Je dirais c'est quand même la même chose. Et donc, si vous respectez la réglementation, il n'y a pas de raison que votre responsabilité soit engagée. Et soit ou alors, si c'est une faute caractérisée, c'est-à-dire que vous avez mis en place quelque chose qui fait que ça exposait vraiment autrui à un dommage d'une particulière gravité. Par exemple, vous organisez lors de la fête municipale des éléments relatifs, vous réalisez une fête. Si vous ne mettez pas en place certains éléments concernant la sécurité et que vous y manquez de manière grave et que, je ne sais pas, ça expose vraiment les administrés à un dommage, eh bien, votre responsabilité pénale pourrait être engagée. Alors, je vais peut-être anticiper, mais simplement parce que dans le fil, c'est peut-être plus... c'est peut-être... je vois qu'il y a une question, mais j'y répondrai à la fin, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est peut-être plus intéressant de le faire dans le fil. Je voudrais quand même souligner, par exemple, je regarde le cas en matière d'organisation de garde d'enfants. Je pense ce qu'on appelle les centres aérés ou les crèches, où il peut y avoir des accidents qui peuvent arriver. C'est d'autant plus dramatique qu'il s'agit de jeunes enfants. Donc, très souvent, la jurisprudence considère pour pouvoir engager la faute pénale, on pourrait vous reprocher la faute pénale si, par exemple, le nombre d'encadrants par enfant n'était pas suffisant. C'est déjà arrivé que
maire soit condamné parce qu'effectivement, il n'avait pas mis en moyen les mesures nécessaires pour assurer la garde d'enfants. Cela dit, à l'inverse aussi, un enfant, ce n'est pas parce qu'il va se blesser à la crèche qu'il est nécessairement, ça engage nécessairement la responsabilité non seulement de l'élu, mais aussi de la collectivité. Je donne un exemple qui n'est pas du tout agréable, mais et d'ailleurs ça a donné un arrêt du Conseil d'État dans le cadre d'un enfant qui s'est blessé avec un couteau à la crèche. Eh bien, le juge a considéré que la responsabilité de la collectivité lui-même n'était pas engagée parce que, eh bien, il n'y avait pas eu des violations aux mesures de sécurité. Donc ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, bien entendu, hein, je ne suis pas en train de dire cela, mais vous voyez quand même qu'il y a quand même un certain niveau d'exigence en la matière. Alors, encore une fois, si un élu est mis en cause dans une infraction pénale, eh bien, il est mis au titre de n'importe quel citoyen. Il n'y a pas de protection particulière pour un élu local, hein, je parle bien pour un élu local. J'ajoute quand même, et ce sont des chiffres qui sont issus de l'Observatoire de la SMACL, que le nombre d'élus poursuivis est en constante augmentation. Donc on voyait entre 1995 et 2001 450, entre 2001 et 2008 612, entre 2008 et 2014 on est passé à 1065 et puis 1465 depuis 2014. Donc on voit bien que c'est exponentiel et c'est lié tout simplement au contexte actuel où effectivement dans notre société on a de plus en plus de mal, les gens sont de plus en plus procéduriers malheureusement, peut-être heureusement pour les avocats, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, on voit bien que ça ne fait qu'augmenter. Donc excusez-moi, j'ai passé. En termes d'incrimination, qu'est-ce qui peut être reproché à un élu? Ce qui peut être reproché à un élu, ce que l'on retrouve dans ce qu'on appelle les infractions pénales générales, ce sont souvent des délits non intentionnels, effectivement, c'est-à-dire que bien souvent, l'élu, le comportement qui a été pris, c'est une négligence ou une imprudence ou un manquement grave à une obligation de sécurité. Donc ça va être quoi? Un homicide ou des blessures involontaires, c'est ce que j'ai expliqué, une mise en danger de la vie d'autrui. Ça peut être aussi, ça c'est de plus en plus fréquent, les atteintes à l'environnement. Si vous laissez des décharges sauvages se produire sur le territoire de votre collectivité, que vous ne faites rien, eh bien cette négligence pourrait conduire effectivement, alors même que vous n'êtes pas responsable, mais ensuite vous devez quand même prendre les mesures, peut conduire à l'engagement de votre responsabilité pénale. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau et puis aussi l'environnement devient quand même une question très, très importante. Et puis aussi une matière de violation des obligations en matière de traitement des données des RGPD, des traitements nominatifs. Alors je sais qu'il y a eu des contentieux des élections et parfois dans les recours, certains se sont plaints de l'accès aux fichiers. Il faut savoir que le fichier d'accès aux listes électorales, tout le monde peut en avoir connaissance. Donc ça, ce n'est pas une violation. Hein, si vous établissez bon, là, les élections sont passées, mais si je parle déjà pour les prochaines, si vous représentez, il faut savoir que vous avez le droit d'accéder à ce fichier du moment que c'est une utilisation non commerciale. Bien entendu, si c'est à titre commercial, là, c'est une infraction pénale que vous rendrez coupable. Donc ça, ce sont je dirais, les incriminations générales. Sur les incriminations, je dirais, plus particulières, parce que moi je suis en arrière, plus spécifiques, c'est tout ce qui est manquement à la probité. Vous êtes élu et effectivement, en tant que tel, il est, je dirais, de bon ton que vous vous comportiez légalement. Donc, je vais dire quelques mots là-dessus. C'est sous le grand mot, je dirais, l'atteinte à la probité. Et les principaux délits qui sont concernés, c'est la concussion, hein, c'est-à-dire l'utilisation des biens publics, des deniers publics à des fins personnelles, hein, c'est ça, concussion. La corruption, le trafic d'influence, donc c'est le fait d'utiliser éventuellement à des fins personnelles son réseau, d'accord? Ça peut être de façon passive. Et ce qu'on retrouve le plus souvent aussi, c'est ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est lorsqu'un élu se rend coupable à être intéressé à une affaire, par exemple, en matière de marché public, si on a des élus qui sont chefs d'entreprise aussi, bien, ils favorisent aussi
sont intéressés à la faire parce que leur entreprise candidate à un marché de la collectivité, donc ce que je vraiment déconseille très fortement, parce que même si jamais ce n'est pas caractérisé, je crois que la presse en fait souvent l'écho et je crois que c'est suffisant parfois pour que quelqu'un se sente condamné. Donc vraiment là-dessus, c'est très important. Le délit de favoritisme, alors qu'est-ce que c'est que le délit de favoritisme? C'est lorsque bien un élu va avantager non pas lui-même, mais une de ses connaissances. C'est aussi dans le cadre des contrats publics, des règles de la commande publique. L'élu, il a un réseau, l'adjoint a un réseau aussi. On se dit, ah tiens, je vais peut-être vouloir avantager d'une manière ou d'une autre un ami. Alors, ça paraît en disant, mais c'est pas improbable, mais ça arrive fréquemment. Et on voit dans l'actualité, je ne vais pas citer, mais il suffit de lire la presse pour voir que parfois, eh bien, il y a le frère, la sœur, l'ami, le cousin qui s'est vu attribuer tel marché ou tel autre. Moi, personnellement, ce que je dirais, c'est que dès lors que c'est quelqu'un du membre de la famille, si on veut éviter tout problème, eh bien, le mieux, c'est que cette personne ne candidate pas à un marché de la collectivité dont on est l'élu. Comme ça, on évite toute difficulté à ce titre. Et puis, bien entendu, le détournement de fonds, je crois que ça parle, c'est assez facile de le comprendre. Donc vraiment, moi j'insiste sur les marchés publics. Attention aussi, dans le cadre des marchés, c'est une infraction. Aujourd'hui, il faut savoir que dès le premier euro, sauf exception, je parle notamment de certaines missions, alors, de certains marchés, mais dès le premier euro, vous devez faire une mise en concurrence. Alors la mise en concurrence ne veut pas dire de respecter le code de la commande publique à la lettre, c'est-à-dire de faire un appel d'offres, mais tout le moins, ce qui est important, c'est d'avoir 2 ou 3 devis, de manière à ce que s'il y a une difficulté, eh bien, vous avez fait une petite mise en concurrence, c'est largement suffisant, même si on est en deçà du seuil, je dis bien dès le premier euro. Les grands principes de la commande publique doivent être respectés dès que l'on dépense 1 euro. Donc voilà, après c'est assez facile, 2 ou 3 devis, sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre le devis le moins cher. Ce n'est pas ce que prévoit le code. Donc le code vous impose simplement d'avoir une mise en concurrence. Et effectivement, si vous ne le faites pas, vous pouvez être passible de sanctions pénales. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres incriminations spécifiques comme l'abus d'autorité contre l'administration ou des particuliers, c'est-à-dire que si vous faites état de vous servez de votre statut pour effectivement en abuser, c'est une infraction, ou encore si, compte tenu de votre caractère d'élu, vous faites des discriminations. Là, pour le coup, vous serez plus durement sanctionné parce qu'on estime effectivement qu'un élu, il se doit de ne pas être discriminant. Et puis, ce qui peut arriver, c'est le faux en écriture publique ou les infractions liées au mariage. Ça, vous devez absolument vérifier que ce ne soit pas des mariages fictifs. Attention, le refus de célébrer un mariage. Alors maintenant, c'est moins le cas. On avait vu certains maires au moment où il y avait le mariage était autorisé pour les couples homosexuels qui refusaient de procéder au mariage. C'est une infraction pénale. On le retrouve aussi également des infractions en matière électorale sur les opérations de vote. En matière de financement, où il peut arriver que si le financement n'est pas parfaitement justifié, bien qu'une infraction puisse être caractérisée. J'ajoute aussi sur le fond en écriture publique. C'est vraiment très important. J'ai eu l'occasion là de le voir. Alors, ça ne donne pas forcément lieu à une poursuite, mais j'ai vu un maire qui m'a envoyé une délibération. Je m'avais consulté pour proposer un projet de délibération, et puis il devait le passer au conseil municipal suivant, et puis je me suis rendu compte qu'ils avaient mis une date qui ne correspondait pas au jour du conseil municipal où il se tenait. Et je lui ai dit, mais il y a une erreur, monsieur le maire, eh bien, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont renvoyé une note de délibération avec simplement la date corrigée. Eh bien non, on ne peut pas. Il y a une erreur, il faut le rectifier. Ils ne peuvent pas le rectifier matériellement comme ça. Donc, bon, c'est quand même, ça m'a un petit peu surpris. Mais non, une fois que ça a été décidé, s'il y a une erreur matérielle, il faut le préciser. Mais on ne peut pas d'autorité changer la date et puis le refaire signer comme ça. Donc ça peut arriver. Hein, c'est quelque chose. Voilà, c'est très important. Le faux en écriture publique qui, en plus, c'est lourdement sanctionné. Quelques exemples, puis ensuite je vais peut-être répondre à la question.
qui vous permet de voir à quel point aussi, bon, pas non plus vous faire peur. Par exemple, je donne le premier cas d'un maire qui a été relaxé à la suite lorsque c'était des cages de but de foot qui avaient causé un dommage parce qu'elles étaient mal fixées et s'est aperçu, enfin l'enquête a montré que, eh bien, il n'y avait pas eu une violation délibérée d'une obligation en termes de réglementation. C'est un accident tout simplement, hein, en résumé, et ce n'est pas parce que il y a eu un dommage que forcément le maire est responsable. Donc c'est ça que je vous dis aussi. C'est ça aussi que je vous dis, c'est-à-dire ne pas non plus surévaluer le risque. Il existe, mais il faut quand même dire que vous êtes relativement protégé si vous vous comportez normalement. Je donne aussi le cas pour délit favoritisme, un secrétaire général d'une commune, dans le cas de marché public, ou alors le maire qui a attribué sans mise en concurrence le marché relatif à la création d'un bulletin municipal à une société. Encore une fois, vous voyez, sans publicité et mise en concurrence, c'est une infraction pénale. Voilà, donc je vais peut-être répondre aux questions. Alors, attendez, je vais reprendre. Donc, il y avait une première question qui me posait, qui était la suivante, je ne sais pas si tout le monde l'a pu la voir. Donc, les conseillers doivent-ils répondre à des exigences d'exemplarité comme certains corps de métier? Alors, l'exemplarité, c'est en fait la probité, c'est-à-dire de ne pas commettre les infractions que je viens de citer. En revanche, il peut y avoir des incompatibilités, parfois, pour être élu. Donc ça, si c'est dans ce sens exemplarité, parfois, certains corps de métier sont faits que vous ne pouvez pas être élu. Mais sinon, l'exemplarité va se matérialiser par la probité et les sanctions pénales qui sont spécifiques, notamment, et c'est vraiment les plus flagrantes, en termes de marché public. Puisque c'est là souvent qu'il y a des questions économiques où la probité est mise en cause. J'espère avoir répondu à la question. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée. Excusez-moi, je la lis en même temps. Est-ce que cela vaut si un avis défavorable de la commission de sécurité est donné sur la salle polyvalente et que le maire prête cependant la salle aux associations? Alors, effectivement, s'il y a un avis défavorable de la commission de sécurité sur une salle polyvalente, je vous invite à ne pas ouvrir, puisqu'on vous aura dit qu'elle ne répond pas aux mesures de sécurité. Donc, la précaution veut de ne pas la prêter aux associations. Bien entendu, parfois, c'est assez facile de le dire comme ça et qu'il faut bien faire fonctionner les différents services. Mais normalement, non, puisque vous avez quand même, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir enfreint alors qu'une commission de sécurité n'a pas donné son accord sur la sécurité des lieux et normalement fait que vous ne pouvez pas ouvrir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en la matière. Si jamais de toute façon ce n'était pas le cas, vous pouvez il y aura quelques minutes pour qu'on puisse échanger, je pense, à la fin. Je vais passer alors à un troisième domaine. Alors, je dirais la responsabilité civile et pénale, c'est vraiment les deux volets les plus importants. Je vais quand même expliciter les deux autres domaines, mais qui se présentent moins fréquemment. Et je vais y passer sans doute moins de temps, ce qui nous laissera aussi le temps pour également échanger et que je puisse zoomer sur quelques points essentiels. Alors, en matière de responsabilité disciplinaire, alors, les élus peuvent être responsables disciplinairement. Alors, attention, disciplinairement, on ne veut pas dire dans le sens qu'ils ont une autorité hiérarchique qui va les sanctionner de par le travail qu'ils accomplissent. Ce n'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est une responsabilité disciplinaire. Vous allez voir en tant qu'ils doivent veiller au bon fonctionnement de l'institution locale. Votre mission, c'est de gérer la commune ou gérer la collectivité. C'est la mission qui vous est donnée par les citoyens et donc en tant que tel, vous devez assurer obligatoirement cette mission. Alors, vous pouvez démissionner, bien entendu, hein, ce n'est pas interdit, mais vous devez la mener à son terme. Alors, les cas de sanctions disciplinaires, c'est lorsque vous ne remplissez pas votre fonction. C'est deux cas principaux, il n'y en a pas vraiment 30 millions. La première, c'est que la démission d'office en cas de refus de remplir une fonction légale. Je parle bien de refus, pas si vous êtes absent, mais bien un refus. Alors là, il y a par exemple le refus de remplir une fonction comme la présidence ou la participation à une commission d'appel d'offres. Si vous le refusez,
parle bien de refus et non pas d'absence, c'est quelque chose qui peut justifier le fait que la procédure de démission d'office puisse être mise en œuvre à votre encontre. Ou encore le refus d'assurer les fonctions d'assesseur ou de président du bureau de vote. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Donc, vous ne pouvez pas refuser ces fonctions en tant qu'élu, ce n'est pas possible. Sinon, c'est que vous n'assurez pas votre mission. Et puis, j'insiste aussi sur le refus de participation au conseil municipal. Encore une fois, c'est un refus, pas les absences répétées. Vous pouvez très bien être absent 5-6 fois d'affilée. Bon, au bout d'un moment, si vous n'êtes jamais là, ça pose quand même question. Mais je ne parle pas d'absence, je parle de refus. C'est on vous demande de venir, puis vous refusez. D'ailleurs, souvent, vous avez dans vos délibérations que vous prenez, pour ceux qui en ont l'habitude, les absents, et puis avec un motif comme quoi ils sont excusés. Généralement, vous n'avez pas non plus quelqu'un qui est tout le temps absent, parce que bon, s'il est tout le temps absent, ben, ça se demandait pourquoi il est élu. Donc, c'est vraiment cette question du refus. Et je pense que, à la rigueur, si vraiment il y avait trop d'absences non justifiées, non expliquées, eh bien, il est évident que ça serait assimilé à un refus et qu'une procédure de démission d'office pourrait être mise en œuvre à l'encontre de l'élu concerné. Et puis, il y a un autre cas, c'est ce qu'on appelle la suspension ou la révocation de l'élu en cas de faute grave. Alors, malheureusement, ici, la loi elle ne cite pas les cas de faute grave. Elle ne dit pas. Par contre, la loi, elle dit qu'il y a une procédure contradictoire permettant à l'élu de présenter sa défense. Et elle est très précise sur la procédure. Alors, je ne vais pas vous faire la procédure ici pour vous faire de la procédure, mais elle est très précise sur la procédure. Mais par contre, elle ne dit pas les cas dans lesquels la suspension ou la faute grave elle ne le liste pas. On peut s'en servir uniquement, enfin on peut l'expliquer que par les cas que l'on a pu voir. Par exemple, a été considéré comme justifiant caractéristique d'une faute grave l'inscription de délibérations fictives au registre des délibérations, ou encore la délivrance d'ordres de paiement pour des travaux qui ne sont pas réalisés. Troisième exemple, l'infraction pénale qui prive le maire de l'autorité nécessaire pour l'autorité morale nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions. Par exemple, si effectivement le maire est poursuivi pour des malversations ou pour concussion, ça peut être une faute grave. J'ajoute, attention, que la jurisprudence considère que ce n'est pas parce que l'infraction, c'est pas obligé d'avoir été condamné. C'est-à-dire que dès lors qu'une procédure pénale n'est pas, même si la procédure pénale n'est pas clôturée, et ça peut fonder le fait de révocation. Donc, ce n'est pas systématique, mais c'est possible. Ou encore, si vous faites une mauvaise, alors pas une mauvaise gestion, mais des graves erreurs de gestion. Hein, si vous laissez le budget communal, je dirais, aller dans les abysses, effectivement, mais vraiment des graves, il faut vraiment que ça soit grave, eh bien, c'est un cas qui justifie la suspension. Donc ça, c'est la responsabilité disciplinaire. Quatrième en cas de responsabilité, la responsabilité pécuniaire. La responsabilité pécuniaire, comme son nom l'indique, vous l'avez deviné, l'élu, lors de son mandat, hein, je parle bien de l'élu et pas uniquement du maire, peut voir sa responsabilité engagée sur ses deniers personnels. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir éventuellement payer le comportement que vous avez eu. Soit parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit plus en avant, d'une faute personnelle, et effectivement, ce sont vos deniers personnels qui vont indemniser la victime, mais ça peut être aussi dans le cadre, cette fois-ci, c'est plus là que je veux viser, dans le cadre de votre mandat, soit parce que vous êtes ordonnateur des dépenses, soit en tant que comptable de fait. Ordonnateur, je pense que vous le savez, c'est vous qui décidez des dépenses de la collectivité, qui ordonnez aussi les recettes, et vous devez ordonner les recettes qui sont à prendre, mais vous n'êtes pas normalement comptable. C'est le comptable public qui s'en occupe. Cela dit, parfois, si vous avez un certain comportement, on va considérer que c'est vous qui êtes comptable. Et il faut savoir que le comptable public, il est, lui, responsable aussi sur ses deniers personnels. Donc, si on vous qualifie de comptable de fait, eh bien, vous engagerez votre responsabilité personnelle sur vos deniers personnels. Donc, ça, c'est les principes applicables. Pardonnez-moi, excusez-moi, je crois que je n'avais pas passé la slide. Donc, ça, c'est vraiment le principe applicable. Donc, sur les cas de responsabilité pécuniaire, la responsabilité de l'élu ordonnateur, elle se fait devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
Par exemple, dans quel cas ça peut arriver? Lorsque, par exemple, un président d'une société d'économie mixte, la société d'économie mixte, c'est une structure qui est distincte de la collectivité. Sauf que parfois, chez les élus, certains ont du mal à faire une différence entre leur fonction de président de SEM et l'intérêt de la société d'économie mixte, et puis celui de la collectivité. Et donc, ils mélangent un petit peu les genres, ce qui fait que lorsqu'ils ordonnent des dépenses ou ils règlent des recettes, eh bien, ce serait plutôt à la SEM de régler et pas à la collectivité. Et dans ce cas-là, ou alors la collectivité qui règle des factures de la SEM. Non, ça, c'est tout à fait contraire aux règles comptables. Et donc, partant de là, l'élu pourrait être déclaré comptable de fait et donc responsable du paiement fait par la collectivité. Donc ça peut arriver. Ou encore, cas de l'élu ordonnateur est responsable s'il n'exécute pas une décision de justice. S'il y a une décision de justice qui condamne la collectivité, vous devez faire le règlement. Il arrive que vous soyez peut-être devant le tribunal administratif. Si vous devez verser X milliers d'euros à la partie adverse, eh bien, en tant qu'élu, vous avez l'obligation de le faire, auquel cas, sinon, c'est votre responsabilité qui pourrait être engagée. Ou encore, si vous accordez des avantages injustifiés, par exemple, parce que vous êtes élu et vous dites, oh, tiens, pour satisfaire un des administrés, vous lui réglez des travaux purement privés, eh bien, effectivement, c'est votre propre responsabilité que vous engagez. Et donc, ça, on arrive à ce que je disais sur la responsabilité de l'élu comptable de fait. C'est lorsque vous maniez des fonds publics en tant qu'ordonnateur et que vous réalisez un paiement qui est contraire, je dirais, à l'intérêt de la collectivité. Pas l'intérêt sur le sens opportunité, mais qui n'entre pas dans la mission de la collectivité. Et à ce titre, on retrouve ça souvent dans le cadre des associations dites municipales. Qu'est-ce que c'est? Ce sont souvent les collectivités ont un lien étroit avec certaines associations. Elles fondent ou elles participent à des associations dans lesquelles il n'y a que des élus quasiment qui eh bien, font une activité dans un but social, dans un but d'intérêt éventuellement général pour la collectivité. Mais ce que fait la collectivité, elle verse une subvention à cette association qui ensuite, eh bien, cette association décide de mener diverses actions. Alors, souvent, cette association, elle est composée que d'élus. Le président, c'est souvent le maire. Et donc, la jurisprudence considère qu'en réalité, c'est un peu ce qu'on appelle le faux nez de l'administration et que cette association n'est que le paravent de la collectivité elle-même. Et sauf que les règles de l'association en termes de comptabilité sont bien moins contraignantes. C'est une comptabilité privée et pas la comptabilité publique. Et au final, le fait de verser une subvention à l'association ne fait pas perdre aux deniers leur caractère de denier public, puisque cette association est transparente en fait. Et donc, si vous êtes le président de cette association et que vous distribuez ou vous payez des factures sans respecter les règles de la comptabilité publique, eh bien, ce sera votre responsabilité en tant que comptable de fait qui serait engagée. Ça arrive, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Alors, il faut savoir que la gestion de fait est purement comptable, c'est-à-dire qu'il y aura un arrêt de DB qui est rendu, mais ça peut aussi conduire à une amende pour l'élu, pas toujours le cas. Donc, quand même aussi quelque chose à ne pas écarter. Donc je vous donne des exemples. Le cas d'une gestion de fait, une association transparente culturelle, sportive. Alors là, c'était le Wigan, qui était constitué de 9 personnes, dont 6 membres du conseil municipal et l'épouse du maire, et dont le maire était président de droit. Pareil, c'était une subvention qui avait été versée. On voit bien, alors même s'il y avait 9 membres, que effectivement, c'était surtout une association municipale. Donc faites bien attention dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire qu'il va falloir soit la démunicipaliser, cette association, soit faire attention dans la manière dont la subvention serait versée ou qu'elle n'est pas uniquement, véritablement, qu'une subvention pour fonctionner. Puis deuxième exemple, la condamnation prononcée à la compte d'un président de conseil régional, qui par son inertie persistante a réintégré un agent suite à un licenciement qui avait annulé, eh bien n'avait jamais voulu le réintégrer, ce qui a entraîné une astreinte qui a été liquidée à 120 000 €, donc inexécution d'une décision de justice. Et donc là, le juge, la Cour de discipline budgétaire et financière, a considéré que le maire était responsable parce qu'en n'exécutant pas, eh bien, ça avait causé un fort préjudice économique à la collectivité, en l'occurrence 120 000 €. Donc c'est un exemple qui illustre ce que je viens de vous dire.
Alors, peut-être que sur, je ne sais pas si sur ces deux aspects, parce que j'ai enchaîné les deux, parce qu'ils sont, à mon sens, assez liés, peut-être avez-vous des questions sur la responsabilité pécuniaire ou la responsabilité disciplinaire, qu'il n'y ait peut-être pas de questions. Visiblement, je pense qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, on pourra échanger ensuite. Alors, je vais faire un zoom sur, qui est en lien avec ce que j'ai dit, sur plusieurs aspects. Tout d'abord, je vais faire un zoom sur la période que nous traversons, hein, pas très original, mais sur le Covid-19 et sur ce quoi vous êtes sans doute tous très sollicités ces derniers temps. Donc, vous pouvez être sollicité pour la location de salles municipales pour des événements familiaux. Alors, il faut savoir que vous devez faire respecter quand même ces gestes barrières et il y a des dispositions qui s'appliquent. Alors, il y a différentes zones d'alerte. Il y a la zone alerte, renforcée, maximale et état d'urgence. D'accord ? Il y a différents niveaux. Les Pyrénées-Atlantiques sont en zone alerte et en tant que tel, à ce titre, à ce jour, hein, ce sont les rassemblements inférieurs à 30 personnes sont autorisés et les supérieurs sont interdits. Alors, si vous donnez vraiment les exemples essentiels, il faut se référer aux articles 42 et 45 du décret du 10 juillet 2020 si le classement dans la zone le permet, donc même si c'est inférieur à 30 personnes et qu'on loue une salle municipale pour un événement familial, eh bien, vous devez respecter ce qui est marqué dessous. Non seulement les personnes doivent avoir une place assise, donc il ne peut pas y avoir de circulation debout, hein, ce n'est pas possible, et une distance d'un siège doit être laissée entre les personnes ou groupes de personnes venant ensemble. D'accord ? Donc, imaginons que dire oui, mais c'est la même famille. Non, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut distinguer. Si c'est un événement pour un anniversaire, il faut considérer, il faudra imposer à ces personnes que les cousins ici, ils viennent ensemble, et que c'est un couple avec leurs enfants, mais ils peuvent rester ensemble, mais par contre, ils doivent avoir une distance. Ils doivent être assis et ils doivent avoir une distance au moins d'un siège et ils ne peuvent pas, bien entendu, se rassembler. Par exemple, l'accès, c'est ce que je dis, aux espaces permettant un regroupement est interdit, sauf s'ils sont aménagés à garantir les gestes barrières. Ça veut dire quoi en fait? Que vous ne pouvez pas avoir des pistes de danse, pas de buffet et que pendant tous les déplacements, le port du masque est obligatoire. Alors, j'ai été tout à l'heure optimiste en vous disant que finalement, si ces gestes ne sont pas respectés, je vais vous dire comment ce qui peut se produire. Imaginons que vous ne fassiez pas, là c'est vraiment quelque chose de très pratique, il faut absolument que vous fassiez signer, si vous louez ces salles, une convention avec un responsable Covid, un référent Covid, c'est-à-dire celui qui organise l'événement, qui se présentera comme le référent Covid et qui s'engage sur un document que vous pouvez signer. Moi, je l'ai encore fait dernièrement pour certaines collectivités qui s'engagent à respecter les mesures barrières en les déterminant, de manière à ce que ça ne soit plus de votre responsabilité, mais de la responsabilité du référent Covid. Parce que si vous ne faites pas signer ça, imaginons, même si peut-être c'est peu probable, mais sait-on jamais, que quelqu'un contracte le Covid-19 pendant cet événement familial où vous n'avez pas imposé le respect de ces gestes par une convention auprès de l'organisateur, et que malheureusement quelqu'un vient à décéder, que l'ARS identifie le cluster et dit « Ah oui, le cluster, il vient lors de cette fête municipale qui a eu lieu », et bien là, effectivement, on va peut-être regarder est-ce que le maire avait, ou la collectivité, mais le maire en l'occurrence, avait-il imposé le respect des mesures sanitaires? Est-ce que c'était inférieur ou supérieur à 30 personnes? Si vous n'avez rien fait signer, eh bien, on pourrait éventuellement vous le reprocher. Alors, vous pouvez même aller, même si ce n'est pas très agréable, à faire un contrôle lors de l'organisation de la manifestation par la police éventuellement nationale ou la gendarmerie, ou alors par la police municipale, si dans votre collectivité, il y a une police municipale. C'est tout à fait possible avec les sanctions qui y sont attachées. Vous en aurez dans le slide qui sera transmis. Je vous ai renvoyé le lien en bas vers toutes les mesures précises, parce que je ne peux pas toutes les lister, mais je vous ai donné, je dirais, la synthèse et l'essentiel de ce qui doit être respecté. Et vous avez la liste sur le lien que j'ai donné, qui fait référence, je crois, de la préfecture ou du ministère, sur vraiment toutes les interdictions possibles.
Donc les événements familiaux, les salles municipales, oui, mais faites vraiment très très attention parce que s'il ne se passe rien, tout ira bien, mais sait-on jamais. Je vais passer donc, à un autre zoom que je voulais faire, c'est sur la diffamation. Alors la diffamation, c'est quelque chose auquel l'élu est vraiment constamment confronté. Les élus sont des personnages publics, vous êtes sollicités, vous faites des déclarations et donc c'est très important. Et il faut savoir que la diffamation, elle est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne et du corps auquel le fait est imputé. Alors, par exemple, a été considéré comme propos diffamatoire un élu qui, devant une commission d'appel d'offres, se livre à des… alors, plutôt, c'est une question, pardon. Un élu qui se livre devant une commission d'appel d'offres à des révélations sur les qualités professionnelles et de solvabilité d'une entreprise, ou encore en fournissant des informations touchant à la moralité d'une personne lors d'une enquête de gendarmerie, est-il coupable de diffamation? Donc, c'est une question que je vous pose. Alors, je préfère peut-être que j'aurais dû la mettre un peu plus tard, on la gardera. On va voir ce que vous peut-être vous me direz. Et puis, par exemple, ce qui peut être cas de diffamation, là, c'est vraiment un exemple, c'est pas une question. Si en tant que maire, vous faites afficher sur vos listes électorales, éventuellement, des condamnations pénales de votre adversaire ou des faillites, et qu'effectivement, cela n'est pas forcément avéré. De toute façon, je vous le déconseille, puisque il faut quand même, la diffamation, c'est un fait pas forcément faux, mais qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Donc, ça a été jugé. Il faut savoir que d'ailleurs, en matière de propos diffamatoires ou discriminants, je l'ai dans le slide, il y a un cas dans lequel un maire a été condamné parce que il y avait des gens du voyage qui occupaient illégalement un terrain communal et qu'il y a un incendie qui s'est propagé et il a eu la phrase suivante malheureuse en disant qu'il était regrettable que les pompiers soient arrivés aussi vite vu l'ampleur du feu. Donc vous comprenez que ce genre de propos-là, c'est tout à fait à bannir et à proscrire parce que voilà, vous êtes quand même un personnage public et donc ça rentre dans la diffamation, c'est vraiment quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps. Donc ça peut être aussi un groupe de personnes. Donc l'exemple que j'ai donné, voilà, gardez-vous bien de toute remontrance à cet égard. Sachant que il y a quand même une marge de manœuvre aussi avec la liberté d'expression. Il est évident que de critiquer le bilan de votre opposant politique n'est pas diffamatoire. Soit bien clair. On a le droit quand même de dire éventuellement que l'on n'est pas d'accord, que ce qui est fait n'est pas bien fait. Encore heureux, il ne faut pas le surestimer. Mais il y a quand même une limite entre la diffamation et puis la liberté d'expression. J'attire votre attention sur le fait que si jamais, par exemple, le maire ou un élu tient des propos diffamatoires et que vous êtes présent, je vous invite à vous désolidariser des propos qui peuvent être tenus. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, il ne s'agit pas de dire, mais si vraiment ils sont diffamatoires, à le faire parce qu'on a des cas dans lesquels, alors même que les conseillers n'ont pas été, s'ils sont associés, mais ont simplement acquiescé, eh bien, ont pu être condamnés parce qu'ils avaient, comme co-auteurs, participé à ces déclarations, notamment s'il y a une tribune où c'est mis le conseil municipal. Voilà, il faut vraiment faire attention en la matière. Dernier élément de zoom sur lequel je voudrais peut-être revenir, c'est sur le harcèlement moral. Le harcèlement moral, vous êtes des élus et vous gérez du personnel communal. Et à ce titre, parfois, vous avez des agents qui s'entendaient très bien avec la précédente municipalité pour X ou Y raison, peu importe. Et puis, le comportement n'est pas le même parce que vous êtes nouvellement en fonction ou parce que l'agent il a plus la même attitude. Donc, ça aussi, ce sont des cas où on peut retrouver des cas de condamnation, notamment au pénal. Donc, les remarques désobligeantes sur le personnel, il faut y faire très très attention parce que c'est des cas qui donnent souvent lieu à des poursuites. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des remarques en disant que le travail n'est pas forcément bien fait, mais il faut toujours quand même être prudent et être réservé. Et souvent, moi, ce que je dis à certains élus qui
viennent me voir parce qu'ils ont un problème avec un de leurs agents. On regarde vraiment ensemble parce qu'il faut être vraiment très précis. Alors, ce qui arrive, par exemple, parce que c'est un de... faites attention parce que là, votre responsabilité pourrait aussi être engagée. Si c'est par exemple, un chef de service qui se livre à cela sur ses subalternes, une des mesures pratiques qui peut être faite, c'est de faire un audit, de saisir le CHSCT aussi, et puis de faire demander une étude sur les risques psychosociaux. Ça, ce qui vous permettra aussi de montrer que vous avez fait des démarches pour éventuellement faire cesser et savoir ce qu'il en est sur le harcèlement moral. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est important à avoir en considération. Peut-être avant de procéder à cet échange, je voudrais quand même maintenant, parce que c'est quand même quelque chose à relever, sur la prévention du risque, parce qu'on a évoqué les quatre grandes responsabilités civiles, pénales, disciplinaires, pécuniaires. Maintenant, comment faire pour se prémunir éventuellement de l'engagement de la responsabilité? Alors, celle disciplinaire, si vous allez, je dirais, aux réunions et que vous ne commettez pas des fautes d'une particulière gravité, ce qui est quand même très probable que ça ne produise pas, vous risquez pas grand-chose. Presque ce risque est quasiment, je dirais, inexistant. Sur la responsabilité pécuniaire, ça peut être plus fréquent, notamment, je vous le dis, sur les liens entre associations. C'est là où on le retrouve très fréquemment, l'élu pensant qu'à la fois comme président de l'association où il y a beaucoup d'élus et la collectivité, c'est la même chose. Parfois, ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver, c'est surtout là, ou alors après, bien entendu, si vous livrez à des dépenses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la collectivité, là, on peut, que vous accordez des avantages totalement injustifiés. Hein. Si vous dites parce pour faire plaisir à notre administré, mais la commune va payer le loyer de tel administré, non, ça, ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait un système d'aide qui soit mis, mais ça, c'est autre chose par le cas du CCAS, quelque chose de complètement différent. Donc ça fait c'est surtout le risque civil et le risque pénal. Alors comment s'en prémunir? Quelles sont les pistes? Je vais donner quelques pistes de réflexion. Alors d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est surtout d'être le plus réactif possible dans les actions que vous menez en termes d'organisation du travail municipal. Forcément, s'il y a des travaux en urgence à réaliser, il ne faut jamais se dire si vraiment ça met en danger la sécurité, il ne faut pas hésiter. J'ai encore l'exemple très récemment d'un maire qui est dans une propriété communale qui n'a pas voulu, il y avait un bien qui était mal entretenu, le bien s'est effondré. Alors par chance, il y avait heureusement personne sur le terrain voisin, mais il est tombé sur l'abri de jardin, mais j'ose imaginez-vous si quelqu'un avait été présent à ce moment-là. Et ça faisait plusieurs fois que le voisin signalait que ce bâtiment était en mauvais état. Je pense que s'il y avait eu, je pense que cet élu risquerait, si le voisin décidait de déposer plainte, je pense qu'on pourrait engager la responsabilité pénale de l'élu, parce que ça lui a été signalé et qu'il n'avait pas fait les travaux nécessaires pour empêcher le dommage. Donc d'être vraiment très rapide dans l'action que vous menez et de vraiment d'appliquer aussi strictement les règles de sécurité pour le personnel. C'est vraiment très important. Il ne faut pas être, c'est pas évident, mais il faut quand même être très exigeant. Très exigeant parce que le juge sera très facilement vous reprocher de ne pas avoir vous êtes assuré de la sécurité, alors même qu'éventuellement, j'ai déjà vu des condamnations, alors pas d'élus, mais c'est la même chose sur le plan pénal, hein, puisque c'est une infraction pénale. J'ai notamment un cas dans lequel un employeur avait été poursuivi et condamné pénalement parce que les employés travaillaient sur un toit, eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas respecté les mesures de sécurité que mettait en œuvre l'employeur. Mais comme il n'était pas venu, l'employeur, faire un tour du chantier pour voir s'il appliquait bien, eh bien le juge l'a condamné pénalement quand même. Hein. Donc il faut, alors même que le personnel s'était affranchi des règles de sécurité. Donc il faut quand même pas négliger ce point-là. Donc il faut être strict, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours agréable. Mais en tant qu'élu, je ne doute pas que vous sachiez composer et puis faire passer le message de la meilleure façon possible. Toujours aussi éviter des situations qui laissent place au doute à la probité de l'élu, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si un membre de votre famille doit avoir des intérêts économiques avec la collectivité,
je pense qu'il est préférable de ne pas réaliser l'opération. Ou alors, il faut vraiment, dans ce cas-là, prendre conseil d'un avocat ou de quelqu'un qui peut, ou éventuellement des organismes qui parfois vous apportent leur soutien, parce qu'il faut quand même être très vigilant. D'ailleurs, il y aura une petite question là-dessus ensuite. On verra si vous êtes en mesure d'y répondre. Et puis aussi, comme je disais, si vous êtes en relation amicale avec, s'il y a un conflit de voisinage ou quel conflit entre plusieurs administrés, faites attention aussi que l'un ne pense pas que vous êtes plutôt favorable à l'autre parce que c'est un de vos amis. Ça, c'est toujours des cas fréquents qu'on retrouve. Moi, je le sais, lorsque les clients viennent me voir, souvent ils me disent « Ah oui, mais lui, c'est un ami du maire. » Donc, au moins, ça évite toute discussion, alors que ce n'est pas nécessairement, pas forcément nécessairement le cas. Et puis, très important, là, je dirais, c'est même pas pour moi, mais souscrivez une assurance de protection juridique et de responsabilité civile. Normalement, je pense que vous avez en démarrant déjà dû le faire pour les accidents auprès d'une compagnie d'assurance. Parce que si jamais il y a un dommage, même c'est nos fautes, alors pas d'extrême gravité, mais s'il y a quelque chose où votre responsabilité personnelle est engagée, eh bien vous aurez une protection juridique qui permettra de payer éventuellement un conseil qui pourra, c'est toujours ça qui vous permet de vous défendre, et puis pas d'avancer les fonds, et puis aussi de payer éventuellement les sommes en termes de responsabilité, notamment s'il y a du dommage corporel. Et attention, vous devez payer cette prime sur vos deniers personnels. La collectivité ne peut pas les payer, là encore une fois, c'est pas possible. Donc voilà ce que je pouvais peut-être dire un petit peu là-dessus. Alors je ne sais pas si j'ai un peu peut-être dépassé, mais voilà ce que je pouvais. Il y a un petit quiz, peut-être qu'on peut laisser un temps d'échange et après je vous poserai peut-être quelques questions pour voir si ça vous convient. Voilà. Alors je crois qu'il y a une question qui m'a échappé, ou plusieurs. Voyons, attendez, excusez-moi. Ah non, alors, il y a une deuxième question. Tout d'abord, il y a pour une mise à disponibilité de la salle communale à des associations sportives ou culturelles. Faut-il signer un responsable Covid de l'association qui fera respecter les règles de sécurité? Oui, il faut. Et d'ailleurs, ce qui se fait, parce que il faut vraiment, pour chaque association, savoir qui est responsable pour s'assurer qu'il respecte les gestes barrières. Si il y a ce responsable Covid, après, il ne le respecte pas, c'est plus de votre responsabilité. Par contre, vous lui avez rappelé dans le règlement intérieur, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mettre à jour le règlement intérieur dans les salles, que ça suppose le respect des gestes barrières en fonction du nombre. C'est préférable, c'est préférable. Et ce que je disais, en fait, j'ai répondu également pour les réunions familiales. Mais dans les associations culturelles et sportives, c'est la même chose. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai essayé d'aller faire le maximum, mais parfois, on pourrait dire tellement de choses sur la responsabilité. J'ai essayé d'être le plus synthétique aussi possible, tout en donnant des exemples très concrets. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou alors je peux très bien vous proposer un petit quiz, si vous le souhaitez. Et du coup, il faudra que vous participiez un petit peu, sinon je me sentirais peut-être un petit peu seul. Alors, On peut tenter le quiz peut-être. bon, d'accord. Alors, je vais vous poser quelques petites questions maintenant. Hein, c'est à vous de jouer, je dirais. Alors, si vous êtes timide, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole. Hein, vous pouvez tout à fait répondre de manière sur le chat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question piège en tant que telle. Hein, je vous le dis. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui simplement peut-être pour vous poser quelques questions. Alors, la première question, c'est le délit de favoritisme. Je vais vous parler un petit peu. Hein, peut-être, donc c'est le fait d'avantager quelqu'un dans un marché public, peut être commis par tout exécutif local ayant privilégié un candidat dans l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, vous pouvez répondre sur le chat. Oh, je pense que c'est vrai, oui. Je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord ou qui estiment que c'est contraire? Moi, j'aurais pensé
faux, étant donné que c'est le maire qui est président de la commission d'appel d'offres. D'accord. Alors, on a 3 vrais, je dirais, un faux. Alors, je vais peut-être répondre. Alors, en fait, la réponse, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que ce délit, il ressemble en fait très fortement à celui de la corruption, d'accord? Mais c'est un délit qui a été spécialement créé par la loi du 3 janvier 1991 pour mieux lutter contre la moralisation de la vie publique et de la vie politique. Donc, effectivement, oui, c'est vrai, c'est-à-dire que le délit de favoritisme peut être commis par tout exécutif local qui a privilégié un candidat dans l'attribution d'un marché public. Donc, oui, ça, il n'y a pas de difficulté. Et donc, la réponse, c'est vrai. Deuxième question sur la prise illégale d'intérêt. Un exécutif local peut être condamné pour prise illégale d'intérêt alors même qu'il a contribué à faire adopter une décision de laquelle il ne retire aucun enrichissement personnel. Vrai ou faux? Donc, je répète en fait la question, c'est un exécutif local peut être condamné pour cette prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'il il était intéressé à l'affaire, mais il n'a fait aucun gain, alors même qu'il était intéressé dans cette affaire, ça ne lui a pas procuré un centime, il ne s'est pas enrichi. Est-ce qu'il peut quand même être condamné? Ou est-ce qu'il est condamné, vrai ou faux? Faux. Alors, on dit faux. D'accord. Je dirais faux. Alors, faux. Alors, malheureusement, je dirais c'est faux. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas enrichi personnellement, si c'est une prise illégale d'intérêt, même si vous n'en retirez aucun centime, eh bien, vous pouvez être condamné quand même. Donc, ce n'est pas lié au fait de s'être enrichi. C'est la simple commission et c'est la sévérité de la loi pénale, hein, c'est-à-dire que peu importe que vous ayez gagné ou pas de l'argent, du moment que vous êtes rendu coupable d'une prise illégale d'intérêt, peu importe, même, je vais vous donner un exemple, vous avez vendu quelque chose, alors vous allez voir que je suis un peu, je fais exprès de prendre cet exemple-là, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Que vous avez, même si la collectivité, par exemple, a fait une affaire et que vous n'êtes pas enrichi, eh bien non, si vous avez un intérêt personnel, vous pouvez être condamné pour cette prise illégale d'intérêt. Donc, ce n'est pas le fait de s'être enrichi et ce n'est pas le montant éventuellement de ce que vous gagnerez qui fait que vous ne pourrez pas être condamné. Non, c'est simplement le seul fait d'avoir fait une prise illégale d'intérêt. D'accord? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez, par exemple, le conseil municipal qui doit se poser la question d'une opération qui est en lien avec qui concerne un élu, eh bien l'élu concerné, il doit se retirer du conseil municipal pour 2 raisons. D'une part, pour éviter que administrativement la délibération soit annulée, d'accord, pour conseiller intéressé, et deuxième chose, parce qu'il peut y avoir une prise illégale d'intérêt. Donc c'est vraiment ça qu'il faut écarter, parce que tout au plus, vous aurez une annulation de la délibération pour le conseiller municipal intéressé, au plus grave, le conseiller lui-même pourrait être condamné en fonction. La réponse, donc, c'est vrai. C'est vraiment la… Oui. J'ai juste une question. Par exemple, quand c'est le maire qui est intéressé, c'est lui qui met à l'ordre du jour les délibérations. Il peut être absent au niveau du vote, mais c'est lui qui met à l'ordre du jour les délibérations pour voter. Oui, mais ça c'est sa mission, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Le seul fait de l'inscrire à l'ordre du jour ne lui fait pas faire une prise illégale d'intérêt. Par contre, s'il participe et qu'il est intéressé à l'affaire, là oui, là on peut considérer que… Et souvent la prise illégale d'intérêt, elle est indirecte. C'est pas aussi, c'est pas éventuellement parce que il a une société dans laquelle il est associé, c'est plus comme ça qu'arrive la prise illégale d'intérêt plutôt que directement, parce que généralement, bon, la plupart des élus essaient de faire un petit peu attention quand même. C'est plus comme ça qu'on la retrouve. D'accord. Après, il y a
question de l'urbanisme également, des zonages quand on met des cartes communales ou des PLUI, voilà, à partir du moment où on met un terrain constructible appartenant au maire, c'est une prise illégale d'intérêt. Ah non, alors non, on ne peut pas. Voilà, vous aurez souvent des remarques de la part d'administrés, mais la prise illégale d'intérêt, elle suppose quand même, il faut quand même qu'elle soit démontrée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de volonté. Le classement, parce que le terrain du maire se situe en zone constructible, bon, alors je ne dis pas qu'il faut. C'est sûr qu'il n'y a que ce terrain-là et que tout autour, rien n'est constructible, bon, ça va être compliqué, non seulement sur le plan administratif de justifier le zonage, mais la plupart non, non, il ne faut pas être non plus être inquiet. Non, non, là, ça arrive très fréquemment qu'un élu ait son terrain qui soit sur le territoire communal. Ce n'est pas une prise illégale d'intérêt, ça. Non, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je vous rassure là-dessus. Peut-être question suivante, justement toujours sur la prise illégale d'intérêt. Un maire peut vendre pour 10 000 € un terrain dont il est propriétaire et situé sur le territoire de la commune dont il est élu. Vrai ou faux? Donc là, je répète, c'est un cas dans lequel l'élu va vendre pour 10 000 € un terrain dont il est propriétaire. Il le vend à la commune, hein, bien entendu. Est-ce que je l'ai bien… voilà, je peux vendre à la commune. Hein. J'ai bien été, peut-être, j'aurais dû expliciter un petit peu plus la question. Je pense que quand je l'ai frappé, j'ai dû être un peu… j'ai manqué de précision. Donc, c'est le maire qui vend pour 10 000 € un terrain dont il est propriétaire à la commune dont il est l'élu. Est-ce qu'il peut le vendre à la commune? Oui ou non, ou vrai ou faux? Je dirais oui. 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 Alors, les tendances sont plutôt vraies et faux. En d'autres termes, est-ce qu'il commet une prise illégale d'intérêt s'il vend pour 10 000 € un terrain sur le territoire de la commune où il était, simplement? Donc, on dirait plutôt vrai. Alors, la réponse, c'est vrai, et je vais l'expliquer un petit peu. Effectivement, il peut le faire. Et je veux vous donner… alors, ça paraît en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Mais non, parce qu'il y a un texte spécifique du Code pénal qui dit que… qui définit, hein, bien entendu, hein, ces éléments-là, c'est l'article 432-12 du Code pénal, qui nous dit que le fait pour une personne qui est dépositaire de l'autorité publique, hein, ou d'un mandat électif, de prendre ou recevoir ou concéder indirectement un intérêt quelconque, hein, dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, le soin d'assurer la surveillance, et donc, c'est-à-dire une prise illégale d'intérêt, est passible de 500 000 € d'amende et 5 ans de prison. Mais le texte nous dit aussi que dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, les adjoints et les conseils municipaux peuvent traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers dans la limite annuelle de 16 000 €. Donc, et ce qui est très souvent le cas, hein, pourquoi le texte est fait, c'est que dans les petites communes, excusez-moi, il n'y a pas du tout de caractère péjoratif quand je dis 3 petites communes, mais 3 500, c'est quand même déjà, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que dans les petites communes, il y a souvent l'élu, c'est un personnage qui est public et qui est connu. Donc, il a souvent des terrains ou des éléments mobiliers ou immobiliers sur le territoire de la commune. Et pour ne pas pénaliser, parce que parfois, pour pouvoir, alors même que l'élu poursuit absolument, il va peut-être vendre dans un but d'intérêt général un terrain indispensable pour mener les activités de la collectivité, c'est un petit peu, ça serait un petit peu, je dirais, excessif qu'il ne puisse pas traiter avec elle. Et donc, effectivement, si je parle bien dans les communes de 3 500 habitants au plus, vous pouvez traiter pour les affaires mobilières ou immobilières avec la collectivité dans la limite de 16 000 € annuels. D'accord? Donc, c'est une exception qui est prévue par l'article 432-12 du Code pénal. Donc, oui, la réponse est vraie. C'est tout à fait possible. Alors, je n'ai pas précisé le seuil, mais je me rappelle bien que c'est 3 500 et 16 000 € annuels. Ça arrive fréquemment, heureusement, parce que ça permet à des projets, des fois, de se réaliser, surtout dans les collectivités de taille plus réduite où il n'y a pas toujours un élu et l'élu, il est aussi propriétaire sur le territoire. Il est certain qu'il y a plus de chances que lorsqu'il s'agit d'une petite collectivité où que le maire ait des terrains importants que lorsqu'on est dans une grande collectivité. Hein, si on prend une agglomération comme Bordeaux, il
il est plus rare que le terrain dont a besoin la collectivité soit la propriété du maire. Voilà, tout simplement. C'est une question vraiment très. Cette règle, elle est en définitive très pragmatique. Et donc, il peut acheter jusqu'à 16 000 € par an, et donc il peut faire du saucissonnage. Alors j'aime bien votre question. Non, alors non, bien entendu, c'est pas normalement c'est pas fait. La règle, elle est pas faite comme ça. C'est-à-dire que si ça coûte 300 000 €, on dit ben tiens, on paiera sur X années en divisant par 16 000 € annuels. Non, l'intérêt, le but de cette règle, elle est pas faite comme ça. Elle est généralement faite. En fait, je vous l'explique. Le texte, il est plutôt fait, par exemple, une collègue, c'est un propriétaire terrien qui a besoin vraiment d'un terrain très particulier ou d'un bout de terrain, ou souvent peut-être éventuellement de quelque chose, d'un terrain qui est plutôt agricole. Ce sont quand même des éléments de plus faible valeur. Mais non, vous ne pouvez pas le diviser indéfiniment comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, ça serait trop simple. Non, mais je connais le cas où ça a été fait comme ça. Oui, dans ma commune. Mais oui, mais ce n'est pas normalement autorisé. C'est pas le sens de la décision. Je suis d'accord avec vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je sais, maintenant, je peux peut-être répondre à vos questions. Il nous reste peut-être quelques minutes. Je sais pas si j'ai pas dépassé l'heure, non? Non, vous êtes très bien dans les temps. Dans les temps. Mais écoutez, je suis à votre disposition. Ah non, j'en avais une autre encore. Mais vous voyez, alors je peux peut-être continuer si vous voulez, ou à moins que vous ayez vous-même des questions. Non, on peut la faire aussi. Bon, on va la traiter. En plus, j'ai mis quelques petites questions pièges aussi parce que je suis un peu, j'aime bien en mettre. Donc, une autre question. Donc, effectivement, en matière de police municipale de l'ordre public, une faute commise dans l'exercice de la police municipale de l'ordre public peut engager pénalement la responsabilité de la commune. Vrai ou faux? Est-ce qu'une faute commise dans l'exercice de la police municipale de l'ordre public peut engager, alors attention, je parle bien de la responsabilité pénale de la commune. Je ne dis pas du maire, la responsabilité pénale de la commune. Peut-être un petit peu au-delà, je parle bien de la responsabilité pénale de la commune. Donc, c'est dans le cadre de l'exercice du pouvoir de police. Est-ce que la responsabilité pénale de la commune peut être engagée? Alors, j'entends plutôt faux, vrai, faux, vrai, hein, ça a l'air assez partagé. Ça a l'air assez partagé. Bon, je vais peut-être donner la réponse. Alors, la réponse correcte, c'est faux. Il faut savoir que la responsabilité pénale des collectivités ne peut être engagée que dans un certain nombre de cas très limités. D'accord? En fait, c'est parmi ces cas, ne peut être engagée la responsabilité pénale des collectivités que dans certains cas, parmi lesquels figurent les activités indélégables à des personnes privées. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir la responsabilité pénale de la collectivité engagée pour des activités qui sont indélégables. D'accord? La police municipale, elle est indélégable. Donc, tout au plus, si un dommage est commis, ça peut entraîner non pas la responsabilité pénale, mais la responsabilité administrative de la collectivité. Mais la police municipale ne peut pas engager la responsabilité pénale de la commune. On ne peut pas engager la responsabilité pénale de la commune dans des activités qui ne sont pas délégables. D'accord? L'ordre public, vous ne pouvez pas confier le soin de l'ordre public à une société privée. Ce n'est pas possible, c'est indélégable. Donc, ça veut dire que la responsabilité pénale de la commune ici, ne peut pas être engagée parce que c'est une activité indélégable. En revanche, si l'action de la commune cause un dommage dans le cadre de cette police municipale de l'ordre public, bien entendu que si ça cause un dommage, la victime peut engager la responsabilité administrative, c'est-à-dire uniquement financière, de la collectivité, mais pas sa condamnation pénale. Et je pense que c'est bon. Alors, je peux peut-être revenir. J'avais une question que j'avais peut-être à terminer. Si je reviens, que j'avais gardé de côté s'agissant de la responsabilité pénale sur, je crois, je vous avais
Est-ce que je la retrouve? Bon, je ne vais pas la retrouver, ce que j'avais mise sur la participation à une commission d'appel d'offres. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Si vous me laissez vraiment une seconde, je vous remonte ce que j'ai dit, je la fermerai de côté. Je ne sais pas, mise. Bon, ça ne me revient pas, donc c'est pas grave. On a dit qu'elle était plus. Bon, je ne vais pas la chercher indéfiniment. Bon, écoutez, ça, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mentionné. C'est pas grave. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez me poser, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Bon, je pense qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous pour votre invitation. Bien entendu, si là, c'est un peu compliqué de tout, j'essaie de faire à la fois quelque chose de synthétique, tout simplement des exemples. Donc, si vraiment vous avez besoin, mais il n'y a pas de difficulté ou des éclaircissements, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je vais juste peut-être arrêter l'enregistrement, du coup, ça liera peut-être les paroles.